traiter les nouvelles générations de transmissions automatiques ou automatisées. Une petite introduction. On s'aperçoit depuis quelques années une réduction de la, entre parenthèses, surconsommation des boîtes automatiques par rapport aux boîtes manuelles. Donc si on prend par exemple l'exemple chez Peugeot, c'est un exemple où la différence entre la consommation normalisée NEDC entre une boîte manuelle et une boîte automatique ou automatisée. Donc cette différence se réduit. Donc ça, c'est un exemple. Si on élargit l'exemple, donc si on prend donc cette différence de consommation sur un panel de véhicules, donc c'est pas non plus très scientifique, c'est un panel d'une quarantaine de véhicules, là où on peut vraiment mesurer ou quantifier la différence de consommation. On s'aperçoit que donc dans les années 2000 jusqu'à 2006-2008, on est plutôt environ à 10% de surconsommation. Et donc il y a une grosse tendance, il y a vraiment un décollage de technologie apparemment, puisque maintenant on trouve soit une surconsommation nettement réduite, voire même ce qui paraît étonnant, des consommations plus faibles en boîte automatique. Un rappel, il y a 4 technologies majeures de transmission automatique ou automatisée. Donc la boîte manuelle pilotée, qui est donc une boîte manuelle avec des actionneurs pour changer les rapports et piloter l'embrayage. La boîte de vitesse automatique traditionnelle avec convertisseur hydraulique et les trains planétaires. La boîte de vitesse double embrayage donc, est une nouvelle technologie qui utilise le principe de 2 boîtes de vitesse avec, en parallèle, et donc on actionne soit une, soit l'autre. Et tout l'art de la boîte de vitesse, c'est de faire la synchronisation entre un passage de première, deuxième, où on passe d'une boîte à une autre boîte. L'ensemble est synchronisé, et donc avec des embrayages qui soient secs ou à bain d'huile. Et enfin, la boîte CVT, qui est donc une boîte à variateur avec des différences de diamètre effectives de poulies. Donc voilà un peu les 4 technologies connues. Et donc pour savoir d'où viennent ces progrès de consommation constatés, on a la chance d'avoir 2 spécialistes de la transmission. Donc Christian Chéab, qui est directeur des projets boîte de vitesse et chaîne cinématique chez PSA, et Daniel Nice, senior project manager de chez Luc, groupe Schaeffler. Bonjour. Bonjour. Avant de rentrer vraiment dans la partie technique, quel type de transmission automatique ou automatisée avez-vous dans vos produits? Alors, nous, chez Flair, Luc, sommes équipementiers et donc nous ne fabriquons pas des transmissions complètes, nous fournissons des composants. Donc nous fournissons aussi bien des composants pour boîtes mécaniques, boîtes DCT, sec ou humide, boîtes automatiques, des convertisseurs de couple et bien sûr aussi pour la CVT, des chaînes et des poulies. Bon, comme vous devez le savoir, mais je vais le rappeler, donc chez PSA Peugeot Citroën, vous avez une particularité, puisque nous, en termes de boîtes automatisées, nous avons marqué le marché par maintenant plus de 2 millions de boîtes robotisées sur le marché. C'est un peu singulier, puisque nous sommes parmi les seuls qui avons développé cette technologie à très fort volume. Mais nous avons également énormément de boîtes automatiques, d'abord par une grande expérience que nous avons eue avec Renault, puisque nous développons en France et fabriquons depuis maintenant plus d'une douzaine d'années des boîtes automatiques dans le nord de la France. Et une très grande expérience aussi avec un partenaire japonais, puisque nous vendons sur les produits PSA des boîtes automatiques à 6 rapports, produites avec le fournisseur Aisin AW. Et
je crois qu'il faut quand même rappeler, même si c'était marginal, nous avons eu l'occasion de proposer des boîtes DCT sur le Peugeot 4007, une boîte que nous avons achetée auprès du fournisseur Getrag, un peu comme Renault le fait, mais bien sûr beaucoup plus modestement. Alors, est-ce que vous confirmez cette baisse de la surconsommation avec les nouvelles boîtes de vitesse? Alors peut-être que je vais commencer. Je confirme tout à fait. Ceux qui s'y intéressent de près peuvent constater que les dernières propositions du groupe PSA Peugeot Citroën en termes de boîte auto 6 vitesses, qui sortent actuellement sur la Picasso et sur la 508 et également sur les futurs 308, avec la motorisation diesel haut de gamme de litres, et donc une boîte de vitesse qui a permis un saut phénoménal sur la conso générale du groupe motopropulseur. Alors bien sûr, les moteurs ont beaucoup évolué. Je pense sincèrement, si je pouvais le résumer, il y a vraiment 3 axes qui ont progressé dans les groupes motopropulseurs, quel que soit le constructeur automobile. Ces 10 dernières années, je pense qu'on a énormément progressé sur la capacité à disposer de couples moteurs à très bas régime, et ça c'est une très bonne chose pour nos clients. Le fait d'abaisser ces couples moteurs nous a permis de tirer des démultiplications extrêmement longues, et donc pouvoir conduire le véhicule dans des situations de régime très faibles. Et le fait de pouvoir tirer très long permet également d'amener, bien sûr, un bénéfice consommation indéniable pour le client. Et entre les deux, je crois que le groupe Schaeffler y a contribué beaucoup. Peut-être Daniel pourrait en dire 2 mots. Il y a eu l'arrivée de beaucoup d'éléments de couplage permettant de découpler proprement les acyclismes du moteur de manière à éviter les excitations de la boîte et qui ont permis justement de conduire les véhicules à très très bas régime sur des rapports extrêmement longs. Et je dirais, ces avantages qui viennent par la source ou par l'élément filtrant ont été accompagnés d'évolutions significatives en termes de frottement, en termes de rendement des boîtes automatiques elles-mêmes ou des boîtes automatisées par l'apport de nouveaux composants. Nous avons réussi avec nos partenaires japonais Isin à amener dans les boîtes automatiques un certain nombre d'améliorations sur le frottement, un certain nombre d'améliorations également sur le contrôle, un certain nombre d'améliorations sur le lubrifiant. Je pense que cet après-midi, il y a des sujets autour de la tribo. Et là, il y a eu vraiment des pas de géants qui ont été faits et qui ont permis cette évolution, puisque la boîte, par elle-même, a pu apporter un gain significatif entre les anciens modèles Peugeot 6 rapports et les nouveaux modèles Peugeot Citroën boîte auto 6 rapports. Je vous laisse regarder dans la presse, mais les sauts sont phénoménaux. On est quasiment au niveau de la conso d'une boîte mécanique. Vraiment, on est vraiment pas loin. Juste une précision, quel est le lien entre consommation et conduire à un régime plus bas? Bon, si vous voulez, je pense que le régime moteur aujourd'hui peut être abaissé par le fait que, comme je le disais, les coupes moteurs arrivent à leur maxi, notamment sur les moteurs diesel, mais également sur les moteurs essence à injection directe, à un niveau de régime très très bas. Et clairement, les motoristes pourraient le dire beaucoup mieux que moi, mais lorsque la consommation spécifique des moteurs apporte, je dirais, un bénéfice, elle l'apporte parce que le couple moteur est un couple très bas qui arrive à un niveau très élevé, à très très bas régime. D'accord. Et la courbe de consommation spécifique est finalement le symétrique de la courbe de couple. Et cet écrasement de la courbe de couple et cet étalement de la courbe de couple tout le long de la plage de régime a permis aux transmissionnistes et aux collègues des éléments de couplage de pouvoir enfin s'exprimer, si je puis dire. Peut-être 2 mots côté couplage? Donc, je confirme effectivement cette tendance au travers de ces dernières années. C'est une vraie petite révolution qu'on est en train de vivre puisque les concepts de moteurs sont complètement retravaillés. On va vers du downsizing, du downspeeding, c'est ce qui a été évoqué. Les nouvelles chaînes de traction sont en mesure de consommer, ça a été évoqué à l'instant, d'avoir des consommations significativement moins élevées. La contrepartie, la façon dont nous y avons contribué, c'est de pouvoir permettre d'utiliser ces moteurs associés à des boîtes de vitesse sur ces régimes d'utilisation qui sont nettement plus faibles, c'est-à-dire de filtrer les acyclismes qui sont générés sur des plages de régime autour de 1000 tours minute, voire en dessous, et à la limite du calage, tout à fait, et de pouvoir utiliser le véhicule de façon confortable, ce qui n'était pas possible avec les produits qu'on connaissait jusqu'à il y a quelques années. Nous y avons contribué notamment avec les nouvelles générations de volants bimasse avec système pendulaire qui permettent encore d'améliorer de façon très significative la capacité de filtration.
Ce qu'on constate aussi, ça, il faut la tendance actuelle, c'est qu'il y a un accroissement de la demande d'automatisation. Alors, c'est lié à un certain nombre de choses, bien sûr, l'effet de la consommation qui est du même niveau, voire moindre que ce qu'on connaît aujourd'hui avec les boîtes mécaniques. Il y a aussi la densification du trafic, cette densification qui fait que les gens ont moins envie d'activer les pédales d'embrayage, d'avoir plus cette sensation de confort, de pouvoir rouler de façon beaucoup plus confortable le véhicule. Il y a aussi de nouvelles technologies qui rentrent dans les véhicules, donc tous ces aspects et aussi les nouvelles fonctionnalités de l'utilisation de véhicules telles que le stop and go. Oui, oui, ça a l'air d'aller mieux. Donc, telles que toutes ces fonctions d'assistance qui vont dans la direction on peut dire, de l'automatisation. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que à travers le monde, il y a une croissance du nombre de production de véhicules. La boîte mécanique croît certes, mais l'automatisation croît de façon plus importante que les chaînes traditionnelles mécaniques. Et je suppose qu'il y a un lien entre l'augmentation du nombre de rapports, parce que maintenant on voit des transmissions automatiques, 6 rapports, 7 rapports, 8 rapports, 9 rapports aussi, j'ai entendu 10 aussi. Il y a un lien entre ce nombre de rapports et le fait de tirer des transmissions, des multiplications plus longues. Effectivement, c'est tout à fait direct. Pour les transmissionnistes qui sont dans la salle, vous savez que le bon étagement n'est possible que si le régime de couple max est justement, comme je disais, le plus bas possible. Ça permet de faire des sauts de rapport qui sont tout à fait acceptables en termes de confort et pouvoir insérer plus de rapports sur toute la plage de régime du moteur. Mais comme le disait Daniel, je crois que ce qui est certain, c'est que certes, la densification des villes et la densification des trafics conduit indéniablement à devoir, je dirais, à rechercher des solutions par la transmission plus confortable pour que le client prenne quand même un minimum de non-désagrément en conduisant son véhicule, en diminuant les efforts à fournir pour débrayer, pour changer les rapports. Donc les boîtes automatisées ou automatiques, indéniablement dans le monde entier, seront à même de progresser probablement au détriment des boîtes mécaniques, qui resteront quand même dans les régions du monde un peu traditionnelles, comme vraiment la transmission de prix d'attaque ou de prix d'entrée, surtout dans des périodes de crise comme l'on connaît aujourd'hui à travers le monde, dans certains pays ou régions du monde, notamment en Europe ou Europe du Sud, où on voit que la boîte méca a encore beaucoup d'avenir devant elle. Pour ce qui nous concerne, mon collègue de chez Renault aurait pu le dire, on a quand même encore une bonne part de nos productions qui sont en boîte mécanique. Avec Renault, on peut le dire, Volkswagen et PSA, on est avec Ford les 4 fabricants de boîtes mécaniques les plus importants au monde. Et ce business, on le voit un petit peu soit se stabiliser, soit décroître au bénéfice des automatismes, pour justement ce que je vous disais en termes de densification du trafic et de souhait des conducteurs et de nos clients de pouvoir conduire leur véhicule avec beaucoup plus de confort. Mais si la tendance est d'allonger les rapports, est-ce qu'une boîte manuelle, est-ce qu'on peut vraiment conduire une boîte manuelle avec des rapports très longs? Est-ce que c'est au niveau technique c'est possible, mais est-ce que le conducteur est capable de le faire? Oui, là je ne vais pas vous dévoiler des secrets, je vous demande juste d'être attentif à ce que le groupe va sortir. Et on commence à en parler un petit peu dans la presse, notamment autour de 308. Mon collègue de chez Renault le disait. Là aussi, que ce soit PSA ou Renault ou même Volkswagen, je pense que nous avons une tradition de dieseliste qui a permis de faire beaucoup de downsizing. Nous avons également d'excellents moteurs essence maintenant, injection directe, et nous arrivons à baisser justement les cylindrées en suralimentant les motorisations. Et ce downsizing nous permet aujourd'hui de proposer des multiplications extrêmement longues, y compris en boîte mécanique. Nous arrivons à dépasser les 65 km/h 1000 tours en 6e sur certains de nos véhicules, qui nous amènent à des consommations canon. Avant, on tournait plutôt en dessous de 60. On était déjà à 60, c'était assez exceptionnel, mais on arrive à pousser au-delà, notamment sur des véhicules en équipement transversal, donc des GMP équipés en position transversale, qui, comme vous le savez, pour certains qui sont dans le métier,
n'est pas toujours facile compte tenu des encombrements sous les capots de ce type de véhicule. Donc oui, il ne faut pas croire qu'on ne peut pas conduire un véhicule avec une démultiplication très longue en boîte mécanique. Peut-être qu'effectivement, le nombre de rapports à manœuvrer en termes d'ergonomie, à part Porsche, je crois qu'il a sorti une boîte manuelle 7, que ZF a très astucieusement adaptée. Tous les autres constructeurs aujourd'hui tournent à 6 rapports. C'est pas que mécaniquement on ne saurait pas dessiner une boîte 7, mais je crois qu'en termes d'ergonomie, ça nécessite quand même une certaine habilité que, bon, aujourd'hui on a l'impression qu'on a touché une limite en termes d'ergonomie de commande, pour ce qui concerne les boîtes méca, ce qui n'est absolument pas le cas dans les boîtes automatisées, robotisées ou automatiques. Les boîtes double embrayage, c'est une nouvelle technologie qui est arrivée en automobile, c'est assez récent, du moins en grand volume, et qui est venue bouleverser la donne face aux traditionnelles boîtes automatiques. Selon vous, quelle est votre analyse entre les deux technologies? L'avis du fournisseur peut-être d'abord. Alors, le premier à avoir lancé la boîte double embrayage, c'était Volkswagen. Donc, il est parti avec l'Humid, je crois, en 2005 et le SEC en 2006. Donc, aujourd'hui, les volumes sont tout à fait considérables. On a un taux d'équipement chez Volkswagen qui avoisine avec le double embrayage sec, donc qui couvre une palette de couple jusqu'à 250 Nm, qui va à peu près représenter 1,8 million d'unités cette année. Donc c'est tout à fait considérable si on regarde la production globale qu'ils font, à peu près 10 millions de véhicules, pas tout à fait, autour de 10 millions. Donc l'acceptation, ce dont on se rend compte, c'est que l'acceptation de ce type de transmission par le public est extrêmement grande ou favorable. On arrive du point de vue de la calibration de la boîte avec le moteur d'obtenir des niveaux de consommation qui sont plus favorables à ce qu'on a avec une boîte mécanique. Et ça, c'est par l'artifice de la calibration, des lois de passage, des façons de roulage, de l'automatisme, tout à fait. Et aujourd'hui, on voit aussi que ce type de transmission, d'acceptation à travers le monde, certaines régions du monde, notamment en Chine, est extrêmement favorable. Donc on pense que effectivement ce type de transmission va connaître un succès croissant. Autre avantage qui à prendre en considération, c'est toute la partie hybridation de ce type de transmission. Il faut savoir que bien sûr M. Gascon de Renault en parlait tout à l'heure, l'aboutissement final, ça va certainement être le GMP électrique, mais aujourd'hui, il y a encore toutes les contraintes qui sont liées à l'autonomie, les batteries, donc personne ne sait vraiment dire quand on aboutira, ou quand il y aura vraiment le 100% électrique. Et entre les deux, il y a d'une façon certaine l'hybridation. D'ailleurs, toutes les normes, les contraintes environnementales, gouvernementales font qu'il va être de plus en plus difficile à s'en passer. Donc il va y avoir, je pense, dans les années à venir, une progression assez significative de ce type de transmission, de ce type de groupe motopropulseur et les transmissions automatisées. Donc pas uniquement des CT, mais les boîtes auto, ou on peut s'imaginer les CVT aussi, permettent de répondre de façon tout à fait satisfaisante à ce type de demande. Alors, je vais essayer de compléter les propos de mon collègue de la société Luc. En ce qui nous concerne, côté PSA Peugeot Citroën, la première chose, je vais vous faire d'abord une petite confidence sur l'historique des DCT. Alors sachez que c'est pas pour... en toute petite série, juste après la guerre, Citroën avait déposé le premier brevet DCT. Et d'ailleurs, les ingénieurs de mes équipes, souvent, ont la gentillesse de me le rappeler. Ensuite, sachez que Porsche l'a vraiment déposé et protégé pendant 25 ans, puisqu'il l'avait utilisé au 24 heures du Mans il y a une bonne quarantaine d'années, je crois. Et ensemble, d'ailleurs, avec la société Luc, nous nous étions posé beaucoup la question, au moment de la tombée du brevet dans le domaine public, si cette technologie devait être finalement la technologie d'avenir pour les boîtes robotisées. Eh bien, côté PSA, nous avons, comme je vous l'ai décrit, fait le premier saut après les boîtes mécaniques
il y a une 25 ou une trentaine d'années, vers les boîtes automatiques classiques. Ce premier saut nous a permis d'accéder et de faire accéder à nos clients à l'automatisme, mais on a constaté que la majorité de nos clients étaient plutôt, donc, comme je vous le disais, très attirés par les boîtes mécaniques, et on avait du mal à les faire venir aux boîtes automatiques. Donc on a passé par cette étape donc, de boîtes robotisées, avec plus ou moins de succès, puisque, comme vous le savez, il est extrêmement difficile de faire d'une boîte robotisée un automatisme parfait. J'avais l'occasion de discuter avec un journaliste très récemment qui me disait « Mais comment vous pouvez faire pour faire une boîte robotisée parfaite ?» Je lui dis « Mais c'est quoi une boîte robotisée parfaite pour vous ?» Alors je vais tout simplement... Il me disait « Mais une boîte qui n'a plus de salut ?» Eh bien la force des boîtes qui n'ont plus de salut, elle vient par l'automatisme DCT, elle vient par la boîte automatique classique, elle vient par les CVT. Elle vient également par des solutions hybridées. Vous savez que nous avons eu quand même la chance de développer un produit qui s'appelle Hybride 4 chez PSA Peugeot Citroën et que nous avons vendu déjà à plus de 50 000 exemplaires avec un véritable, je dirais une appréciation du produit où là on a réussi à gommer totalement les effets de salut tout en utilisant une transmission robotisée qui avait donc le meilleur compromis en termes de consommation. Alors j'en arrive au DCT. Donc le DCT finalement c'est l'étape juste après la boîte robot quand on part de la boîte mécanique. Mais comme l'a dit mon collègue de chez Renault, faire une nouvelle transmission ça nécessite beaucoup d'investissement. Donc avant de faire ces investissements, on doit toujours se poser la question, est-ce que cet investissement est suffisamment robuste en termes de produits, notamment sur l'acceptabilité, sur la fiabilité, sur son endurance? A-t-il du potentiel à moyen long terme? Et quels sont bien sûr les millions d'euros qu'il faut mettre sur la table pour le développer? En parallèle, dans le groupe, nous nous sommes posé la question, en regardant les boîtes automatiques, est-ce qu'il y avait du potentiel dans les boîtes automatiques classiques? Eh bien, nos équipes ont travaillé étroitement avec le premier fabricant de boîtes automatiques au monde, donc Aisin, et ça depuis plus d'une douzaine d'années. Et l'équation économique, technico-économique, nous a conduit à privilégier, en ce qui nous concerne, les boîtes automatiques au DCT. Alors j'apporterai quelques éléments d'explication. Donc premièrement, en termes de savoir-faire, ce constructeur de boîtes automatiques a un véritable savoir-faire industriel, un niveau de qualité qu'on n'a jamais pu égaler, il faut être honnête et le reconnaître, et qui, sur le marché mondial, par sa position, apporte une certaine force dans la qualité du produit. Derrière, il était aussi très rigide en termes d'évolution et d'innovation. L'arrivée du DCT a été une chance pour PSA et pour ce constructeur, puisqu'il a excité, à travers les qualités de rendement, de prestations, excité je dirais la fierté qu'avaient les fabricants classiques de boîtes auto, en disant bah, si on ne fait rien, on va mourir, puisque cette technologie est parfaitement adaptée à ce que recherche le client de demain. Et donc, nous avons eu la chance de travailler en partenariat étroit, et nous avons pu apporter, à travers des spécifications très très détaillées, le souhait que l'on souhaitait obtenir de leur part en termes d'évolution technologique pour faire amener la boîte automatique au niveau des boîtes mécaniques en termes de conso et en termes de prestations, ce que nous sommes, je considère, arrivés à faire. Et à travers donc cette démarche, on peut dire qu'aujourd'hui, les boîtes automatiques proposées sur le marché, pas seulement par Aisin, mais pour ce qui nous concerne avec notre partenaire Aisin, apportent entière satisfaction. Elles peuvent faire certaines choses que ne font pas le DCT. Elles peuvent permettre des sauts de rapport instantanés sans passer par des rapports intermédiaires, par la présence d'électrovannes dans les blocs hydrauliques qui commandent parfaitement la boîte auto. On arrive grâce à des solutions qu'apportent des fournisseurs comme le groupe Schaeffler, des solutions d'éléments de couplage, à avoir des super lock-up et des éléments de filtration à l'intérieur des convertisseurs qui permettent de fermer et empêcher les glissements des convertisseurs pour avoir une sensation plus directe que beaucoup d'Européens apprécient beaucoup, et aussi diminuer la conso des boîtes auto. Et nous avons également la possibilité, par l'optimisation mécanique pure et la tribologie, à accéder vraiment à des sensations quasi équivalentes. Donc finalement, il n'y a pas une solution de transmission qui peut apporter la solution à la problématique de consommation. Je crois que chaque technologie, à une époque donnée, pour un constructeur donné, en fonction du compromis prestation économique qu'il peut apporter à ses propres plateformes, à ses véhicules, on peut arriver à des résultats très proches et offrir le meilleur pour nos clients. Concernant les DCT, il y a deux technologies d'embrayage, sec et humide. Pourquoi ces deux technologies? Comment elles sont placées chacune?
Effectivement, en termes de DCT, il y a deux technologies. D'une part, des embrayages secs, c'est-à-dire c'est des embrayages similaires à ce que vous avez sur la boîte mécanique actuellement, sauf que vous en avez deux, une pour chaque partie de boîte, les rapports pair et impair. Et il y a la technologie des DCT humides, donc là, ce sont en fin de compte des lamelles qui tournent dans des bains d'huile. La raison du choix entre sec et humide, en fin de compte, est liée à la capacité thermique de ce que c'est accepté l'embrayage. Et donc, il y a des paramètres de dimensionnement en termes de masse du véhicule, des multiplications de la boîte qui sont utilisés pour je dirais, évaluer s'il vaut mieux mettre une transmission type sec ou type humide en termes d'embrayage. En performance, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce sont des informations qui sont plus ou moins recoupées par différentes sources maintenant, qui laissent penser que ISO comparatif en termes d'additifs dans la boîte de vitesse, si on compare vraiment avec des caractéristiques similaires, le SEC a un avantage de 4 à 5% en termes de consommation. Pour compléter un peu le propos, si on regarde cet aspect-là particulier par l'angle boîte automatique classique, le convertisseur apporte un vrai plus par rapport au DCT, il faut le reconnaître, par la conversion de couple, surtout quand il est dans une phase de, je dirais, véhicule arrêté et puis décollage. Donc dans cette phase-là, comme vous le savez, le convertisseur permet une multiplication de couple importante du moteur, puisqu'on arrive à multiplier presque par 2, voire un peu plus, dans les premiers tours de roue, ce qui donne cet effet dynamique de décollage exceptionnel que le DCT n'apporte pas, et qui permet des accélérations spécifiques que le DCT ne peut pas apporter technologiquement par sa conception. L'autre petit avantage qu'apportent les boîtes auto, c'est que les boîtes auto dans les pays, encore une fois, très densifiés, montagneux, embouteillés, je dirais, peuvent permettre au véhicule d'être conduit avec je dirais une sécurité quasiment sans limite en termes d'échauffement, puisque l'huile est refroidie constamment par des refroidisseurs, ce qui est plus délicat à gérer dans un DCT. Mieux dans un DCT humide que dans un DCT sec, et je pense que les DCT ont fait énormément de progrès. Mais intrinsèquement, je dirais, la technologie convertisseur permet par un pilotage bien précis, notamment par la présence des lock-up et des systèmes de filtration, d'avoir une prestation un petit peu en avance. Et côté PSA, notre souhait de monter de gamme, vous savez qu'on pousse beaucoup notre politique premium, nous conduit aujourd'hui à privilégier, à faire un choix. Je crois qu'il faut avoir le courage de ses choix, à faire un choix d'aller vers les boîtes automatiques pour justement couvrir toutes ces zones-là, un peu difficiles, en étant très sécurisé en termes de qualité et de fiabilité, en s'adossant à un fournisseur réputé pour cela. Mais encore une fois, c'est une des clés, c'est celle qu'a pris le groupe, et on y croit. D'autres peuvent faire d'autres choix, et je les respecte. Je crois que le tableau a été très bien brossé en termes d'automatisme. Il n'y a pas qu'une une solution, si vous voulez. Hein. Donc il y a tout un ensemble de possibilités ou un panel de types de transmission qui peuvent se présenter. On a beaucoup parlé de DCT, de boîtes auto. Il y a également le CVT qui est très diffusé au Japon. Et là aussi qui trouve des raisons d'être par la base industrielle qui est présente et de par les possibilités d'optimisation que peut offrir le produit. Donc il n'y a pas qu'une solution, il peut y avoir un ensemble de voies possibles et celle qui sera retenue par le constructeur, c'est celle qui, au final, c'est celle qui lui semble la plus judicieuse par rapport à ses applications, son marché. Et donc, nous, en termes d'équipementier, on sait répondre à l'ensemble des transmissions par les produits qu'on sait apporter. Ce que je voulais dire aussi, c'est, je crois qu'en termes de projection, chaque constructeur essaye d'évaluer le potentiel d'une technologie et son potentiel à progrès à moyen, long terme. Et peut-être par mes propos, vous avez cru comprendre, mais je pense, si je ne l'ai pas été de manière très explicite, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de potentiel dans les boîtes automatiques classiques. Et quand je dis je m'appuie sur toutes les études que mes collègues ont réalisées dans le domaine des transmissions automatiques et je m'adosse au savoir-faire de notre partenaire Aisin qui, lui-même au départ, il y a 12 ans, ne pensait pas pouvoir faire progresser ses boîtes autant, mais en travaillant ensemble, on a pu ensemble constater combien les marges de progrès sont encore possibles
pour aller plus loin dans le domaine de la consommation, sans dégrader les prestations, rien qu'en travaillant sur la boîte auto. Et quand on regarde le volet DCT, je veux croire que le DCT a bien sûr du potentiel, puisque la techno vient de naître, mais à technologie égale, la force d'expérience d'un côté, le poids de l'industrie de la boîte auto dans le monde, et la force finalement d'un constructeur qui s'est lancé avec un fournisseur particulier dans le monde, qui s'est lancé dans les DCT, permet de déceler aujourd'hui, avec les lunettes du constructeur, un potentiel supérieur dans le domaine des boîtes automatiques. Sans vouloir offenser mon collègue de Luc. Mais quelles sont alors les voies d'amélioration de ces nouvelles boîtes auto qui ont fait des progrès énormes? Donc, dans quel domaine elles peuvent encore s'améliorer? Là aussi, sans dévoiler de gros secrets, vous savez, les boîtes auto sont très hydrauliques, y compris la pompe, par exemple. Et pendant longtemps, on a imaginé, d'ailleurs avec les activités hybrides, à voir si on ne pouvait pas alimenter la pression autrement que par une pompe hydraulique entraînée ou des choses comme ça. Donc dans ce domaine-là, rien que là, aujourd'hui, on trouve encore des boîtes automatiques à des pompes entraînées. La quasi-totalité sont comme ça, hydrauliquement, donc mécaniquement, et donc générer l'hydraulique par la mécanique. Donc il y a une optimisation possible par l'électrification, par d'autres idées, de contrôle de la pression, la rendre variable et non pas engrenée en permanence, etc. Donc il y a vraiment encore du potentiel pour faire progresser les boîtes automatiques vers une baisse de la conso bien en dessous des boîtes mécaniques. Et quand on dit, certains disent, mais il est complètement, enfin, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, à l'introduction, il est complètement fou de dire ça. Je pense que les projets en innovation que l'on développe aujourd'hui nous l'ont déjà montré, et c'est une voie qui va se développer. C'est juste un petit potentiel que je vous confie. Il est hors de question de découvrir tous nos petits secrets, mais croyez-moi, il y a beaucoup à faire encore dans le domaine des boîtes automatiques classiques. En nombre de rapports, vous savez que, donc comme vous le disiez, aujourd'hui on en est à 9-10, surtout en longitudinal. En travers, il y a aussi un constructeur, donc ZF, de boîtes automatiques qui en propose, mais à très très faible volume. La difficulté étant de trouver le compromis, d'implanter le nombre de rapports qui va bien dans l'encombrement, à un prix raisonnable. Tout a un prix. Et à des dépenses d'études raisonnables. Donc on verra si ça se répand ou ça ne se répand pas. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le DCT se répand chez le constructeur Volkswagen, se répand chez certains autres constructeurs grâce à l'investissement qu'a fait Getrack, je crois qu'il faut le reconnaître. Et voilà, donc une fois qu'on en est là, après c'est un compromis technico-économique qui nous amènera à chaque constructeur à faire son choix, encore une fois, dans l'intérêt de nos clients. Je suis très surpris de l'utilisation des CVT. Je ne parle pas de l'agrément, je parle du rendement de ces boîtes. Il me semble que ces boîtes n'ont pas les meilleurs rendements et on continue toujours à trouver ces boîtes de vitesse, surtout chez les constructeurs japonais. Comment on peut expliquer leur utilisation encore sur ce marché? Oui, deux mots sur les CVT. Donc, effectivement, en termes de rendement, c'est probablement pas le produit le plus performant. Cependant, il y a des mesures techniques qui permettent de l'amener à des niveaux qui sont pas mal, qui permettent quand même de sortir de rendements intéressants. Ça, c'est un point. Un autre point, c'est le confort. C'est vraiment un produit qui est extrêmement confortable s'il est bien défini. C'est ce qui fait que le marché asiatique, notamment les Japonais, sont très friands de ce type de transmission. Et il y a un troisième axe qui est également porté dans cette région du monde, fait qu'il y a des capacités industrielles qui sont existantes. Donc il y a tout un ensemble d'investissements qui sont disponibles et donc qui sont, de ce point de vue économico-technique, font que le produit garde un intérêt. Notamment pour des gammes de couples qui sont pas très élevées, si vous voulez. Merci pour la transition. Je crois que, en ce qui concerne la vision PSA, effectivement, bon, les CVT, je crois, ont une fausse image de transmission consommante. Notamment parce que je vais appeler, vous allez vite comprendre, l'effet moulinette. On a tous eu peut-être l'occasion de conduire des scooters ou des mobylettes. Donc l'effet moulinette là, du départ, qui est un peu perturbant pour certains conducteurs européens, qui ne l'est pas du tout pour les conducteurs asiatiques, qui roulent à des régimes beaucoup plus bas, dans des conditions de circulation plus fluides. Mais par le positionnement du CVT au régime optimum de couple, on arrive vraiment à des optimums conso, surtout par le contrôle des CVT aujourd'hui, qui est équivalent à le meilleur qu'on sache faire en automatisme. Donc
ne restons pas sur cette fausse idée qu'un CVT est un objet consommant. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, pour rebondir donc à la transition, la notion de couple. Aujourd'hui, dans le dessin des CVT, le vrai challenge, c'est de faire des CVT capables de niveau de couple dans un encombrement réduit. Donc les meilleurs constructeurs de CVT y travaillent pour essayer de trouver la façon de monter le couple de la transmission dans un encombrement réduit. Et cette difficulté est d'autant plus importante dans les GMP transversaux. Et comme vous l'avez entendu, en constructeur européen, nous sommes très dieselisés, ou même avec nos motorisations essence très performantes, nous avons des couples importants dans nos moteurs. Et associé à des CVT, c'est quelquefois, en GMP transversal, avec des couples de l'ordre de 300 à 400 Nm, difficiles à implanter chez les constructeurs automobiles européens que nous sommes. Donc, là encore, on voit que finalement, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas une transmission qui peut apporter la clé à la solution de la consommation. Chaque constructeur y trouvera son bénéfice par rapport aux dépenses qu'il doit associer, au marché sur lequel il est présent et à la capacité de la technologie à répondre aux motorisations offertes dans sa gamme. Donc, il faut rester toujours très ouvert, ne pas se fixer de tabou. Je crois que toutes les transmissions ont un avantage et un inconvénient. Et finalement, c'est chaque constructeur qui réussira par rapport à son compromis, prestation, coût, dépenses, prix de revient, qui va trouver l'optimum avec la cerise sur le gâteau, donc le potentiel d'avenir que peut offrir telle ou telle technologie. Et également, je rejoins ce que disait mon collègue de chez Renault, la modularité que pourrait apporter une transmission par rapport à une autre avec l'arrivée des hybrides. Donc, derrière mes propos, vous devinez que je pense qu'à travers la boîte automatique, il y a également énormément de possibilités d'hybridation qui rendent les solutions suffisamment modulaires pour ne pas trop casser l'architecture générale de nos véhicules, qu'elle soit dans le domaine, je dirais, de l'implantation ou dans le domaine du contrôle. Donc, nous croyons chez PSA, encore une fois, qu'à travers la boîte automatique et notre savoir-faire architectural et de contrôle, nous avons la possibilité, avec beaucoup de potentiel, à faire progresser les véhicules automatisés de demain, en associant la boîte auto à l'ensemble des hybrides possibles que nous pouvions offrir dans les années à venir. Alors, je ne suis peut-être pas le seul à vouloir poser des questions. Donc, est-ce que dans la salle, il y a des questions? Oui, oui, ok. Normalement, oui, il y a une personne. Oui. Allô? Oui, bonjour, ça marche aussi ici. Je voulais juste, vous avez beaucoup parlé... Vous êtes où, excusez-nous? Alors moi je suis là. Ah, pardon. Voilà. Vous avez beaucoup parlé des coûts de développement des transmissions. Est-ce que pour qu'on ait un ordre de grandeur dans la tête, vous pourriez nous donner des ordres de grandeur, des coûts de R&D, développement et industrialisation pour une boîte manuelle et pour une boîte automatique? On se rende compte un peu. Écoutez, je crois que mon collègue de Renault l'a dit, il faut plusieurs centaines de millions d'euros, en tout cas, où que vous soyez dans le monde. On a, comme nos collègues Renault, des expériences internationales. Après, ça se chiffre, l'écart se chiffre de l'ordre de 20% suivant la région du monde. Mais clairement, je vais vous dire pourquoi, parce que finalement, les machines à installer, alors le terrain, l'immeuble, effectivement, quand vous construisez en Chine, en Asie du Sud-Est, en Europe, chez nous, en France, en Allemagne ou en Pologne ou en Europe de l'Est, le prix du terrain et du bâtiment sont différents. Par contre, quand vous arrivez aux machines, après, les machines, elles sont fabriquées majoritairement dans les pays occidentaux, aux tarifs occidentaux. Oui. Donc, si vous voulez, on arrive en ordre de grandeur toujours à plusieurs centaines de millions d'euros. Je crois que mon collègue de chez Renault a parlé de 200 ou 300 millions, c'est l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. On ne sait pas faire, où que ce soit dans le monde, une nouvelle transmission sans mettre au moins plusieurs centaines de millions d'euros sur la table. Et ça, c'est quoi? C'est R&D plus industrialisation? Oui, en gros, l'ordre de grandeur, c'est ça. Et l'écart entre des coûts de développement et de R&D, développement industriel, c'est un tiers, deux tiers. Invest, 2 tiers. Et puis R&D pur, 1 tiers. En ordre de grandeur. Hein. Oui, c'est ça. C'est des ordres de grandeur. Mais c'est pour ça aussi qu'on cherche à s'associer souvent. Bon, là aussi, si vous voulez, ces ordres de grandeur sont valables pour ce qu'on appelle dans notre jargon un module donné, un volume donné. Hein. Bien sûr. Un volume minimum, parce que les collègues des méthodes vous diront en dessous de 100 000 boîtes par an, oublie, c'est pas la peine, c'est pas rentable. À partir de 600, il faut une deuxième ligne, etc. Donc, c'est des modules de l'ordre de 4 à 600 000 pièces par an. Oui, alors ça, bon, alors après ça se discute. Hein. Oui. Vous voyez, l'ordre de grandeur, sans dévoiler de secret, oui, voilà. c'est ça, quoi.
C'est Un un tiers tiers, deux R&D, tiers. deux tiers. Et un tiers, deux tiers, un tiers, deux tiers. Et entre une boîte méca et une boîte automatique, en pourcentage, ça fluctue comment? La R&D des automatismes est un peu plus élevée, mais ça reste très peu différent. Ah, oui, C'est pas vraiment si la R&D différent qui que ça. augmente. D'accord. Si vous voulez, la R&D va augmenter. Dès qu'on fait un automatisme, la R&D va augmenter. Après, l'industriel, comme vous l'a dit Daniel, imaginez que vous avez une base plutôt de CVT et que vous arrivez en disant je vais faire un DCT qui est une base boîte méca. Oui. Alors là, vous êtes bon. Hein, Oui, enfin, oui. vous êtes- Ok, oui. hein, bon. Donc, alors, on cherche à se rapprocher entre constructeurs, avec aussi des fournisseurs. On envisage, on n'a aucun tabou. On est prêt avec des fournisseurs comme ZF, Getrag ou autres à s'associer pour faire des automatismes. Si chacun trouve son intérêt, c'est win-win, quoi. Hein. D'accord. C'est toujours, on est toujours ouvert. Enfin, j'ai cité ces deux-là, mais un fournisseur français serait bienvenu. Hein. Quand il y en aura un, oui. Merci. Une autre question? Oui, bonjour, merci pour vos exposés. Et puis, au risque de me répéter, Non, j'en prie. donc il y a une société qui développe une technologie qui est quand même européenne dans le domaine des CVT, ils appellent ça même l'IVT, pour infiniment variable. Donc on vient d'apprendre que chez Renault, il y aurait des prototypes de type Toroido comme développés par Torotrac. Et est-ce qu'il y en a chez vous également? Et est-ce que vous avez regardé cette technologie? Et qu'en pensez-vous? Et juste pour noter, ça fait plus de 10 ans quand même qu'ils disent qu'ils peuvent faire moins 20% en économie par rapport à la boîte auto traditionnelle. Là, écoutez, là encore, il y a deux dimensions. Alors, premièrement, pour répondre à votre question, PSA étudie toutes les technologies de transmission, même si, bien sûr, comme vous avez pu le constater, nous ne vendons pas toutes les technos de boîte. Donc, oui, effectivement, nous travaillons avec nos collègues de l'innovation sur des technologies de type Torotrac et d'autres, même sur du CVT, même si vous ne les voyez pas dans la rue. Toutes les transitions sont explorées. Je pense que cette techno, au début, quand elle est arrivée, avait des problèmes justement de tenue de l'huile et de problèmes de tribologie. Donc peut-être cet après-midi, un éclairage vous sera apporté sur ce domaine-là. Ça, c'était une première chose. Deuxièmement, après, il y a les dimensions industrielles. C'est-à-dire quand vous arrivez à surmonter ces difficultés techniques, qui à ce stade, je pense, ne sont pas encore totalement ou complètement surmontées, ou du point de vue du constructeur, suffisamment rassurantes pour que le constructeur s'y engage. Parce que derrière, il va falloir investir. Et là, on retombe dans la question précédente. Est-ce qu'on peut se permettre d'investir sur une techno toute neuve comme ça, en prenant les risques seuls, parce que souvent on est les premiers? Et comment est-ce qu'on peut s'adosser, avec qui on peut s'adosser pour amener une sécurisation de cet investissement? Parce que rien n'est plus terrible qu'un constructeur qui a investi et qui doit démonter son investissement. Après, surtout nous, transmissionnistes, après une dizaine d'années ou quinzaine d'années, c'est de la destruction de valeur. Donc, vous voyez, il faut vraiment que la techno soit suffisamment robuste et que finalement, on ne s'y engage pas tout seul, ou alors être hyper constructeur, hyper riche pour se permettre de prendre ce risque-là. Je soulignerai le courage et la robustesse du groupe Volkswagen, il faut le reconnaître, je le dis modestement, qu'ils ont pu, par la force de leur PDG de l'époque, engager les DCT dans un contexte où d'autres n'en avaient pas. Et ça, c'est pas toujours possible chez un constructeur d'avoir cette facilité. D'abord, parce qu'il faut s'endosser, il faut avoir les moyens économiques de le faire. Et deuxièmement, faut y croire. Et je crois qu'il y a une combinaison, le fait que le PDG de Volkswagen de l'époque était un ingénieur qui s'y connaissait parfaitement et qui a donc, je pense, permis au groupe Volkswagen, parce qu'il était aussi économiquement solide, de pouvoir offrir cette gamme de DCT chez VAG. Je vous le confie comme je le pense, très sincèrement. Merci. Alors, on a finalement beaucoup parlé d'économie, donc j'ai compris que la boîte mécanique était celle qui coûtait le moins cher, mais quel est le surcoût des autres par rapport à la boîte mécanique en prix de revient pour un véhicule de gamme moyenne, quoi. Voilà, enfin, est-ce que des ordres de grandeur, hein. Oui, en ordre de grandeur, moi je compterais, pour faire simple, 2 et 3. Une boîte robotisée x2, une boîte automatique x3, un DCT plus que 3, dans mon esprit. Et là encore, c'est des ordres de grandeur, parce que si vous êtes vous-même fabricant de DCT, vous n'allez pas l'acheter sur le marché comme si vous la faisiez. Mais pour pouvoir la faire, il faut investir. Donc, si vous voulez, ces ordres de grandeur n'ont de sens que par rapport à l'investissement que vous avez fait avant. Et ensuite, l'ordre de grandeur aussi n'a de sens que dans la façon dont le fournisseur vous l'a vendu. Alors, est-ce qu'il vous le vend en demandant du cash?
ou est-ce qu'il vous le vend en intégrant la rondelle d'investissement dans le prix pièce sans vous demander de cash? L'économie est dans tout. La technique est au service de nos clients à travers l'économie. Sans l'économie, nous, constructeurs, fournisseurs aussi, hein, je pense que Daniel dirait la même chose, c'est vraiment la clé. Hein. Donc, mais les ordres de grandeur, ayez en tête, prenez une boîte méca, x2 boîte robot, x3 boîte auto, x3,5, 4 DCT, suivant que... un DCT, ça reste cher. Alors, boîte auto, je le positionne pourquoi comme ça? La boîte auto est quand même, aujourd'hui, une transmission qui fait plus de 50% des volumes mondiaux des automobiles vendus dans le monde. Donc, si vous voulez, quand vous allez acheter une électrovan sur le marché qui est utilisé à je ne sais combien de millions d'exemplaires, dans les boîtes automatiques, vous arrivez quand même les fournisseurs arrivent quand même à gagner très bien leur vie tout en vendant des composants à un coût moindre. Quand vous allez acheter des composants spécifiques DCT, même si les collègues fournisseurs essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes, ils ont du mal à se mettre au volume de ce que pourrait proposer un composant qui est utilisé dans les boîtes automatiques pures. Donc le DCT vu par PSA, il a tendance à être égal, voire supérieur au prix des boîtes auto. Donc la boîte mécanique a encore beaucoup d'avenir dans les pays, bien sûr, l'Afrique. Mais voilà, pas que. Oui. Même je dirais, bon, dans tous les pays en croissance comme l'Inde, la Chine. Aujourd'hui en Chine, vous avez encore 60%, je crois, du marché qui est encore en BVM, même si les BVA augmentent très vite. Les automatismes augmentent très vite, les CVT, les DCT, comme l'a dit Daniel. Je crois également que beaucoup de constructeurs chinois souhaitent acquérir l'automatisme par le DCT, parce que ayant investi dans la boîte méca, ils considèrent que la mécanique est similaire, la mécanique de base, l'usinage, la fabrication, l'assemblage, ils considèrent que c'est proche. Alors après, là-dessus, il va venir se rajouter le contrôle-commande, l'électronique, etc. Mais les Chinois considèrent que la DCT est une manière d'accéder à l'automatisme par eux-mêmes, sans être trop dépendants de l'étranger, de manière plus facile que de démarrer dans d'autres technologies. Donc je crois, comme Daniel, que les DCT, et peut-être même nous, dans le groupe, on aura des DCT en Chine à l'avenir. Oui, bon, globalement, mais je pense que Christian est plus habilité à répondre à cette question, puisque nous ne fabriquons pas de boîtes, nous fournissons des composants. Bien sûr, à la fin de la journée, en termes de... si vous mettez un Volkswagen ou un autre constructeur ou un Renault, et vous donnera peut-être une vision un peu différente. Tout dépend de la base de laquelle vous partez. Hein. Donc si vous partez effectivement d'une base d'une unité DCT qui est existante, les ratios de coûts sont peut-être un peu différents. Mais c'est clair que la boîte mécanique traditionnelle est la boîte qui est la moins chère aujourd'hui, qui a encore de beaux jours devant elle, notamment dans tous les marchés, dans tout ce qui est marché émergent, si vous voulez. Après l'automatisation, ça, je pense que c'est comme les lèvres électriques, la climatisation, les fermetures centralisées, etc. Une fois que vous y allez goûter, que vous revenez pas, que si la consommation et la fiabilité sont au rendez-vous, vous ne revenez pas en arrière. Et je pense que nos marchés européens matures vont de plus en plus s'orienter vers ce type de technologie, alors que ce soit de la boîte auto ou de la DCT. Bon, il semblerait que l'Europe, ce qu'on sent, c'est que l'Europe et la Chine, c'est plus le DCT qui tend à se développer. Les États-Unis, ça reste plus sur la boîte auto, aussi les développements qui sont en cours. On voit chez Ford, chez GM, chez Chrysler, des boîtes auto à un très fort niveau de rapport qui sont en développement. Bon, après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, il y a les contraintes environnementales, donc toute la partie émission de CO2 qui peut changer la donne dans la mesure où pour passer ces seuils, on peut probablement, ou ça va devenir très difficile, de se passer de l'hybridation ou voire de cycles automatisés qui permettent d'utiliser le véhicule ou le moteur dans des conditions d'utilisation très spécifiques. Et là, on revient donc très rapidement à l'automatisation, ce qui va faire peut-être que la boîte mécanique va connaître une mutation. Mais on sait pas c'est la boule de cristal, on ne sait pas vraiment le prédire, si vous voulez. Ce qui est important pour nous en tant qu'équipementier, c'est d'être présent dans tous les segments, si vous voulez, hein, dans toutes les gammes de transmission, et d'avoir des produits qui sont adaptés à pouvoir répondre aux besoins de nos clients.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai une question. Est-ce que la boîte manuelle automatisée a encore de l'avenir chez PSA? Nous avons, comme je vous le disais, vendu 2 millions de boîtes robots en moins de 10 ans. Et on est sur un trend de 150 000 par an. Alors, on peut dire que je fais 150 000 boîtes robots par an, c'est rien devant les 500 000 boîtes auto qu'on vend, parce qu'on en vend même plus. On vend 280 000 boîtes fabriquées en France et plus de 300 000, on va atteindre les 400 000 boîtes japonaises. Donc vous voyez, on vend beaucoup de boîtes auto et on vend 150 000 boîtes robots. Eh bien, écoutez, je vous fais une confidence, c'est pas compliqué. Tous les clients qui achètent des boîtes robots et qui viennent du monde de la boîte auto, là, alors là, on a tout raté. Là. Ils sont mécontents, ils n'aiment pas le salut. Enfin bref, ça va pas, quoi. Même si la conso est au rendez-vous. Tous les clients qui achètent des boîtes robots et qui viennent du monde de la boîte méca, qui connaissent pas les boîtes auto, alors là, ils sont ravis, quoi. Ils ne débrayent plus, ça consomme rien. Ils découvrent l'automatisme. Donc finalement, quelque part, je crois qu'il faut qu'on... Enfin, pour ce qui concerne PSA, on a la chance d'avoir un vivier de clients potentiels qui ont basculé, qui n'avaient jamais conduit de boîte auto, et qui ont basculé du monde de la BVM vers le monde de la boîte automatisée. Alors, vont-ils y rester? Vont-ils basculer à l'automatisme pur? Ça nous arrange, parce que tout à l'heure, vous me posiez la question économique en termes de prix des boîtes. Mais vous voyez derrière que nous, quand même, quand on vend nos voitures, on les vend un peu plus cher quand elles sont en boîte auto qu'en boîte robot. Donc en tant que constructeur, pour le bénéfice du constructeur, nous avons intérêt à les pousser vers des automatismes plus chers, parce qu'on vend la voiture plus cher. Le client s'y retrouvera, parce qu'en prestation, il y aura quelque chose de mieux. Il sentira le progrès. Et donc, pour nous, la boîte robot est une étape avant de passer à la boîte auto. Donc, et ça nous a fait un vivier de 2 millions de clients. Alors, est-ce qu'on va le garder? Est-ce qu'un jour, on arrivera à faire le saut BVM, BVA direct sur nos marchés? Aujourd'hui, c'est pas... Si vous voulez, on a encore beaucoup d'offres, boîte robot, qui rencontrent le besoin de clients. Et tant qu'on aura des clients en face des boîtes robots, on essaiera de les contenter. Mais il faut être très prudent, vous avez raison de le souligner, parce que quand un client de boîte auto rentre en concession et que le concessionnaire lui vend une boîte robot, là on a tout faux. Parce que, il faut le reconnaître, c'est une prestation différente. La seule façon de le satisfaire, c'est de lui vendre un hybride chez PSA. Parce que vous savez que notre hybride est équipé d'une boîte robot et qu'on gomme, comme je vous le disais, le salut grâce à l'électrification. Ce qui ouvre des pistes que je vous laisse deviner pour l'avenir. Okay. On parle de voitures électriques, même si les succès commerciaux tardent à venir. Mais avec la voiture électrique, on oublie la boîte de vitesse. Donc tout ce qu'on vient de dire, ça ne sert plus à rien. Sauf que j'ai quand même vu des projets de voitures électriques avec 2 rapports, 3 rapports. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que ça a de l'intérêt? Oui, tout à fait, parce que, comment dire, les voitures électriques de première génération n'ont pas de rapport, ou un seul rapport, si vous voulez. Or, on se rend compte que pour le dimensionnement, on pourrait dimensionner notamment l'électronique de puissance du moteur électrique de façon totalement différente si on avait un système de démultiplication. Donc ça a tout son intérêt dans les générations à venir d'avoir au moins un système à 2 rapports qui permettent de dimensionner toute la chaîne cinématique de façon un peu différente. Dimensionner, ça veut dire un moteur moins puissant? Moteur, oui, et tout ce qui entoure le moteur, qui est extrêmement onéreux aussi. Aujourd'hui, on pense que pour couvrir toute la plage de vitesse d'un véhicule, avec les moteurs électriques à notre disposition ou d'autres moteurs, il est probable qu'on ait besoin encore pendant longtemps de transmission. Et peut-être effectivement 1-2 rapports justement pour couvrir toute la plage. Non, il n'y a pas de... Par contre, oui, l'électrification, PSA a une très grande expérience en véhicules électriques par le passé. Vous le savez, on a couvert pas mal de régions de France et des villes où on s'est spécialisé là-dedans. Je crois que tant qu'on n'aura pas suffisamment de points de recharge, avec des recharges rapides installées, avec un réseau installé, le monde entier aura du mal à développer l'électrification. Il faut vraiment, l'électrification véhicule au sens pur, hein. Il faut vraiment qu'on arrive à... Donc là, on parlait de plugin, tout à l'heure, j'écoutais avec attention mon collègue Chirano, tout le plugin, etc. D'accord, c'est indéniable, d'accord. Mais s'il faut attendre, n'était-ce qu'1 heure, sa voiture pour qu'elle se recharge, pour la reprendre et partir,
c'est quand même gênant. Et je pense que c'est une dynamique globale. C'est par la législation, par la généralisation de points de recharge, par la généralisation de points de recharge rapides. Parce que s'il y a des points de recharge et qui ne sont pas rapides, l'électrification pure des automobiles prendra du temps. Et si donc le véhicule électrique arrive avec des systèmes de rapport, quelle technologie serait utilisée ou est la mieux placée dans ce cas-là? Oui, comme le disait, oui, c'est ce que j'allais répondre. Comme le disait Christian, c'est effectivement il y a l'aspect économique qui va rentrer en ligne de considération et bien sûr la complexité. Mais je crois que, en tout cas aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que il y a une multitude d'idées, si vous voulez, il y a une multitude de concepts, mais il n'y a pas encore de mainstream, hein, il n'y a pas encore de position définitive arrêtée. Là aussi, vous verrez l'ingéniosité des ingénieurs de transmission. On voit à la fois des trains épis et des dentures classiques. Donc, je veux dire, là, il n'y a pas de solution qui se détache encore. Et avec les moteurs électriques, est-ce qu'on a les problèmes d'acyclisme, par exemple il faut absorber toutes ces vibrations et transmissions, on a les mêmes problèmes? On se rend compte qu'avec... alors initialement on pensait que ce n'était pas du tout un problème, que ce moteur électrique était tout à fait exempt de ce type de problématique, mais en fin de compte il y a quand même des besoins d'éléments filtrants. D'accord, dans la transmission. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Oui, une question. Bonjour. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure de boîtes de vitesse donc sur les véhicules électriques pour dimensionner le moteur et arriver à des solutions plus économiques. Est-ce que ça signifie qu'on va réussir à économiser la batterie? Parce qu'on parle d'économie sur le thermique, mais est-ce qu'on va économiser la batterie et augmenter l'autonomie du véhicule? Par la transmission, vous voulez dire? Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de tabou de ce côté-là. Toutes les astuces possibles que les transmissionnistes pourront proposer seront au service de l'économie d'énergie, en fait de capter l'énergie. Mais derrière, la transmission ne pourra pas faire tout. Il faut que les batteries évoluent et que les transmissions évoluent pour rendre le meilleur service au final au client, pour capter l'énergie, la conserver et la restituer. Je pense surtout en roulant, puisque je suppose que votre question est relative aux transmissions. Donc les transmissions, si vous voulez, si elles sont à l'arrêt et inertes, elles auront du mal à rendre service, si je puis dire. Donc c'est en dynamique qu'on peut essayer d'utiliser des astuces pour pouvoir multiplier, par exemple, les vitesses, pour emmagasiner l'énergie d'une autre façon. Vous savez qu'en Formule 1 ou même certains véhicules, on parle de KERS, des choses comme ça. Donc côté mécanique, on a beaucoup d'idées de volants inertiels, des choses comme ça, qui pourraient restituer l'énergie. Après, il faut pouvoir la capter ou la rendre disponible au client immédiatement. Donc les transmissionnistes ont un grand avenir devant eux pour rendre service à nos clients et à l'environnement tout court. Et vraiment, moi j'encourage vivement toutes les personnes qui souhaitent travailler dans les transmissions de ne pas hésiter à le faire. C'est un domaine, je dirais, d'exploration infinie et très intéressant, surtout avec l'électrification ou l'hydrolysation ou l'arrivée de l'énergie mécanique par l'inertiel, donc l'hybridation finalement de nos véhicules thermiques traditionnels. Pour compléter, c'est tout à fait vrai. Il y a une vraie révolution dans le monde des transmissions de part de tout cet aspect d'automatisation et hybridation qui va venir, électrification, donc qui va faire qu'il y a beaucoup de produits qui sont peut-être pas encore existants aujourd'hui, qui vont se développer. Il y a une mutation profonde dans ce métier. Une question là-haut? Oui, monsieur, pardon. Oui, bonjour. Pardon, j'ai pas entendu. Ça marche là? Oui, ça marche. Vous avez parlé que le monde des transmissions manuelles a encore un bel avenir devant lui, et puis Renault disait la même chose avec plus de 50% du marché en transmission manuelle. Qu'est-ce qui est fait pour encore améliorer son rendement? Est-ce que vous avez travaillé que sur les frictions? Il y a réduction du volume d'huile dans la boîte de vitesse. Quels sont les trains ou bien les idées que vous développez au sein de PSA? Alors les idées, elles viennent souvent de la compétition. Il faut savoir que dans notre tradition, le groupe est
et a eu la chance à sa façon. Hein. Nous ne sommes pas dans la Formule 1, nous l'avons été, mais nous avons été longtemps dans l'endurance, dans le rallye raid. Nous revenons d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais Peugeot va revenir sur le tout-terrain, associé avec Hansen, un Suédois. Donc si vous voulez, on a une tradition de compétition, que ce soit en rallye ou en circuit ou en endurance, qui a toujours été très 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 forte et chez PSA avec une source d'innovation pour les boîtes méca très importante. On a beaucoup de solutions à apporter en termes de revêtement de surface, on a beaucoup de solutions autour de la lubrification en général. Cet après-midi, vous découvrirez peut-être des secrets, mais que ce soit sur la qualité de l'huile ou les quantités ou la façon de gérer l'huile, la caractérisation, etc. Là aussi, il y a un monde à explorer, mais après, c'est de nouveau une question économique. Donc, jusqu'où on va pouvoir augmenter le prix des boîtes méca pour qu'elles apportent un bénéfice en conso, sans qu'elles aillent chatouiller les prix des automatismes. C'est toute la problématique de l'ingénieur. Et je crois que les pistes existent. Elles ne demandent qu'à être exploitées de manière astucieuse économiquement. Question ? Je m'adresse peut-être à la personne de Luc. Vous avez évoqué justement à propos des acyclismes qu'il y avait des moyens, notamment des volants bimasse avec système pendulaire qui permettaient de gérer les acyclismes à très bas régime. Mais ça, c'est un coût. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'ordre de grandeur du prix de ce composant ? Oui, ça a un coût. Le produit en est impacté d'un certain pourcentage. Christian dira que c'est trop cher, c'est sûr. Bon, c'est 20 à 30% du prix du produit. D'accord, ok. Ordre de grandeur que... Alors, que 30% du prix du produit de l'ensemble de... Du volant bimasse. D'accord, ok. Du volant bimasse. Bon, après, le service rendu est certainement, pour le client, très intéressant. Au vu des développements qui sont en cours, on voit qu'il y a une demande extrêmement forte sur ce type de produit. Sachant que vous avez un niveau de coût qui est plus élevé au lancement du produit et puis au fur et à mesure des volumes et de l'applicatif, on arrive à faire des convergences. D'accord. Il me semble que Ford a une solution pas chère pour les acyclistes. Ah oui. Alors, donc là, on parlait de l'élément filtrant, donc volant bimasse. Alors chez Ford, on a une transmission DCT qui est sur le marché, qui n'a pas de volant bimasse. Et en fin de compte, on a, bon, alors c'est des petits moteurs essence qui ont peu d'acyclisme. Et donc dans les frictions, qui sont donc des éléments, c'est un double embrayage sec, donc sont équipés d'amortisseurs qui font des angles de débattement importants. Mais ça ne suffit pas parce qu'avec un embrayage classique, donc avec une friction classique avec amortisseur, vous avez toujours des zones des plages de résonance dans les zones d'utilisation courante du régime moteur. Donc on travaille avec du glissement contrôlé pour atténuer ou améliorer, si vous voulez, le niveau de filtration. Ça fonctionne bien, je dirais, hein, puisqu'on est en production de masse sur des volumes très importants, hein, qui ne sont pas loin du million d'unités. Mais le produit a ses limites dans le sens où vous ne pourrez pas couvrir des moteurs très acycliques ou coupleux. Donc c'est une solution qui est envisageable. Pour des petites des applications petits moteurs essence qui ne sont pas très couplés, pas très acycliques, mais qui n'auront pas la performance de ce que vous pouvez atteindre avec un volant bimasse.